Alors, mon nom, c'est Dominique Laurent. Je suis directrice artistique pour le projet d'exposition Faire danser le patrimoine. Quand tout ça a commencé, bon, on s'est dit, on s'est mis à rêver, on s'est dit, wow, pourquoi pas? Comment on pourrait penser le patrimoine de la danse autrement? On avait en fait quelques défis à relever. La Galerie Montcalm est déjà un très grand espace à occuper et il fallait voir comment on allait faire cette combinaison-là de présentation d'artistes de façon dynamique et aussi au niveau de l'harmonie de l'espace d'exposition, bien entendu. On a déterminé des axes de développement possibles à explorer et c'est ce qui donne le résultat qu'on voit aujourd'hui. Alors, dans les axes de développement, évidemment, puisqu'il était question d'une galerie dont la mission est une galerie en art visuel et une galerie de type muséal, il fallait répondre à ces deux enjeux-là par le contenu de l'exposition. C'est ce qui a fait en sorte qu'André a pris les devants et a commencé à faire des recherches au niveau des artistes qui seraient intéressés à reproduire d'une certaine façon, ou à s'exprimer, à se laisser inspirer par la créativité que Fernand Naud et François Barbeau ont réalisé à travers leur vie, évidemment, en tant que maître de danse et costumier. Ma passion pour les costumes a été la première graine qui a été semée et qui fait en sorte qu'on récolte les fruits qu'on voit aujourd'hui dans l'exposition. La première chose qui a été faite, ça a été pour moi d'aller visiter l'Académie de danse pour aller justement voir les costumes, les toucher et ensuite essayer de penser comment on allait pouvoir présenter cela dans un contexte d'art visuel. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a démarré le projet. Par la suite, André a vraiment fait un travail extraordinaire de prise de contact, de devenir une source d'inspiration pour que les gens comprennent justement les artistes, aient le goût d'embarquer dans l'aventure et décident de proposer un corpus qui est celui que nous voyons aujourd'hui. Au prime abord, on a travaillé avec Chris Klein, qui était vraiment notre vedette au départ. Ensuite, bon, pour nous, c'était vraiment important d'embarquer une artiste de l'Outaouais, qui est très connue ici et qui amenait aussi une vision complètement différente du travail par l'intégration de pièces de vêtements recyclés et d'autres objets mis en valeur, donc Joanne Mignot de l'Outaouais. Et ensuite, c'est greffé Jeanne Mété qui fait des maquettes et qui habituellement travaille, maintenant à la retraite, mais qui travaillait comme technicienne au Musée de la Civilisation et qui a mis en mouvement par des personnages des parties de ballet extraordinaires de Fernand Naud. Donc, je pense qu'avec tout ça et quelques artefacts, ça met la table de façon extraordinaire pour rendre hommage à ce grand chorégraphe et évidemment mettre en valeur le travail de François Barbeau, le costumier, qui fait partie de cette belle aventure. Quand on est en contact avec l'exposition qui est présentée actuellement, la chair de poule me montre, c'est tellement extraordinaire ce que les artistes ont réalisé à partir de la proposition que nous leur avons fait. Je suis complètement sous le charme du travail hyper réaliste de l'artiste Chris Klein. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut vraiment, dans l'exposition, comparer la qualité du travail pictural de ces tableaux avec ces photos d'origine qui sont ces sources d'inspiration et aussi les vrais costumes qui nous habitent dans l'espace. Donc, les gens
sont dans un univers idéal où tout ça interagit ensemble, se répond et donne des pistes d'interprétation et aussi une source d'admiration pour mieux comprendre le défi incroyable que cet artiste hyper réaliste-là a réalisé. Si on regarde le travail de Mignot, c'est à un tout autre niveau que ça se passe. C'est vraiment dans le senti, dans la matière qui prend vie, dans ces sculptures-là qui viennent pivoter, habiter l'espace un peu à la manière d'un danseur. Alors, elle s'est vraiment inspirée du mouvement de la danse, de la beauté des danseurs, à travers les chorégraphies. C'est ce qu'on ressent dans son travail. Et c'est des petits bijoux, là. Il faut vraiment, encore une fois, s'approcher, regarder, admirer, regarder le détail. Et Jeanne, elle, c'est rempli de joie. Ça nous met en scène des chorégraphies, mais en même temps dans un univers du jouet presque. Alors, on a vraiment une sensation de bonheur quand on visite cette exposition. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu participer, et là je vais devenir émotive, à quelque chose d'aussi grandiose que la mise en valeur du travail de Fernand Arnault et de François Barbeau. On a une chance extraordinaire ici dans l'Outaouais. On a le grand maître de ballet, André Laprise, qui est le coordonnateur et le commissaire de cette exposition-là, entre autres. Et je pense qu'on ne pouvait pas passer outre la mise en valeur de ce projet extraordinaire et par la plate-bande du Fonds Fernand Arnault, ici en Outaouais. Alors, je suis très, très heureuse, très fière de pouvoir contribuer à la mise en valeur du Fonds de Fernand Arnault et en même temps d'être précurseur dans la présentation de cette exposition en espérant qu'elle verra de nombreuses salles. Alors, qu'est-ce que voulait dire être danseur à l'époque où M. Huneau a décidé que ce serait sa vocation? Il faut comprendre que la société québécoise avait plusieurs tabous auxquels il devait faire face. Le premier était bien sûr celui que l'on connaît de cette époque-là, qui était celui du clergé, qui avait une omnipuissance et qui donnait plusieurs interdits, qui donc inévitablement devenaient des tabous, à l'égard, entre autres, de la danse. Ce qui ne veut pas dire que la danse était prohibée sous toutes ses formes, mais il y avait quand même certaines restrictions de sa pratique qui faisaient en sorte que dans la société, on avait certaines réticences à la pratiquer dans certains contextes. Beaucoup moins, bien sûr, en ville, milieu d'où vient M. Huneau, mais néanmoins, il y avait dans les journaux de l'époque beaucoup d'interdictions par rapport à la danse. Donc, c'était le premier tabou auquel M. Huneau devait faire face. Le deuxième, c'est aussi lié à une différence de classe qui existait. Donc, il est certain que devenir d'une bourgeoisie montréalaise aurait été beaucoup plus facilitant pour M. Huneau. Si on pense aux deux autres hommes qui ont fait carrière à l'époque, Roland Lorrain et Marc Baudet, qui, eux, venaient de la bourgeoisie, leurs parents étaient suffisamment ouverts pour leur permettre de partir étudier en Europe et ainsi, ils ont tous les deux fait des carrières de danse en Europe comme danseurs professionnels. Possibilité que M. Huneau n'avait pas, compte tenu, et on y reviendra, de ses origines. Et le troisième tabou était bien sûr lié à la notion de virilité. Qu'est-ce qu'était un homme viril? Et assurément pas à cette époque-là un homme qui faisait de la danse. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que pour être un danseur de cette époque-là, il fallait déployer beaucoup de caractères liés à la virilité, comme la puissance, par exemple.
Il fallait développer beaucoup de puissance dans le travail des jambes. Il fallait avoir un saut, un ballon, être capable de sauter haut, avoir beaucoup de force. Il fallait aussi tourner très rapidement et les hommes faisaient des doubles tours en l'air. Il fallait tourner droit. Donc, ça demandait beaucoup de puissance. Et il fallait aussi dégager une force qui était, bien sûr, qui incarnait toute la virilité qu'on peut repérer chez le danseur de ballet. Pensons un peu aussi à quel était le Québec du temps où M. Henault a décidé d'embrasser une carrière. D'abord, premièrement, il vient d'un milieu pauvre. Il vient de ce qu'on appelait à cette époque-là le Faubourg Amelas, qui est donc le quartier pauvre de l'Est, en opposition à Saint-Henri, qui était le quartier pauvre de l'Ouest. Donc, ses origines modestes et sa situation familiale, où il n'y a pas de connaissance particulière des arts et de la culture, fait en sorte que ça ne le prédestine pas au départ à avoir une carrière d'artiste et encore moins de danseur. Cela étant dit, il faut quand même penser que dans le Québec des années 30-40, il existe à Montréal des hommes qui ont des écoles de danse. Il y a Maurice Lacasse-Morenoff, qui a une école, et encore une fois dans l'est de la ville, et Gérald Crevier, qui a une école dans l'ouest de la ville. Du côté de Lacasse-Morenoff, où est-ce que M. Henault va principalement étudier, on est plus dans une danse acrobatique. M. Morenoff lui-même est un modèle qui est plus dans une danse acrobatique parce qu'il va lui-même parcourir l'Amérique du Nord dans une troupe où on fait des acrobaties. Néanmoins, l'école qu'il dirige et qui a été aussi fondée par son père, à Bondius, fait du ballet, il y a de la claquette, il y a les danses sociales, bien sûr, à l'époque. Tandis que du côté de Gérald Crevier, où est-ce que, assurément, M. Henault a probablement ou suivi des cours ou en tout cas été en contact, M. Gérald Crevier, lui, venait vraiment de l'équilibre qu'il y a entre une danse un peu plus, je dirais, populaire et une autre plus formelle, parce que lui, il a étudié en Angleterre pour passer les examens du Royal Academy of Dancing. Donc, il avait une formation très normée, je dirais, par rapport au ballet. Et ces spectacles, d'ailleurs, avec les photos qu'on peut voir, montrent des scènes très bien organisées et on pourrait dire, pour un niveau technique à l'époque, plutôt bien. Alors, il se retrouve donc dans une situation où est-ce qu'il décide malgré tout. Alors, on peut comprendre que c'est une passion intrinsèque. Il la porte en lui et au-delà de tous ces facteurs-là qui ne semblent pas aidants du tout, il va quand même se dévouer à la danse. Et ce que l'on sait, c'est qu'il va se rendre à New York. Il va aller à l'American Ballet Theatre pour voir quelles sont les possibilités pour lui de continuer à travailler le ballet parce que, disons-le, c'est le ballet qui l'intéresse à l'époque. Et il va revenir, malgré tout, ce ne sera pas si probant à ce moment-là, il va revenir malgré tout à Montréal et va faire quelques spectacles avec l'école de Lacasse-Morenoff, qui à cette époque-là travaille aux variétés lyriques et fait des opérettes, travaille beaucoup avec les opérettes des variétés lyriques. Donc, beaucoup de chance et j'imagine aussi sa détermination vont faire en sorte que une année plus tard, après qu'il ait fait cette tentative à l'American Ballet de New York, l'American Ballet vient à Montréal et un danseur se blesse. Alors, on fait passer une audition. Il a déjà, M. Henault, assisté à une classe de maître de Rosella Hightower, qui travaille avec l'American Ballet, et elle dit à Anton Dolin, qui fait passer l'audition, « Écoute, j'ai peut-être quelqu'un pour toi qui pourrait faire l'affaire pour remplacer au pied levé le danseur qui vient de se blesser. » Et c'est M. Henault qui va se retrouver là. Et là, probablement que ce qu'il va avoir, parce que ça aurait été une qualité qu'on lui a reconnue toute sa vie, probablement qu'il va avoir une grande facilité à apprendre ce qu'on lui montre, parce qu'il a une mémoire formidable, déjà à l'époque, et peut retenir beaucoup d'informations de danse, parce que pensons bien
que ce n'est pas simple retenir des pas de danse alignés les uns après les autres. On y prend l'habitude au fil de notre carrière, mais ce n'est pas quand même quelque chose qui est facile au départ. Donc, lui a cette capacité d'apprendre très rapidement. L'histoire n'est pas claire, à savoir qu'est-ce qu'il a appris et qui lui a permis d'entrer dans la compagnie, à savoir est-ce que c'était la mazurka de La Belle au bois dormant qu'il devait danser ou un personnage dans Petrouchka. On n'en sait rien parce que les biographies ne sont pas unanimes par rapport à cette question-là. Peu importe, en 1944, donc M. Fernand Boissonneau va se nommer maintenant Fernand No et va partir à New York avec la compagnie de l'American Ballet Theatre pour commencer sa carrière et pendant 21 ans, s'y consacrer et s'ouvrir sur un univers de danse qui, à cette époque-là, est dans une très grande effervescence. My name is Chris Klein. I'm the painter. I originally came from England, the suburbs of London, and I moved to Montreal just over 20 years ago. For 10 years, I was the head of scenic painting at the Stratford Festival in Ontario. And we worked next door to the costume warehouse. So every day I was walking through the warehouse, admiring the costumes. I'm an amateur photographer as well. So I was taking hundreds of photos of costumes, and it was inevitable it would lead me to start painting costumes. And so that's where it started. I was planning on maybe 2 or 3 paintings. People's reactions were very positive, so it led to further costume painting. It's really difficult to explain where my inspiration comes from. It normally hits me when I'm in front of the costumes. It initially started that I wanted to paint the Nutcracker because of the rich colours and the textures. That attracts me first thing, is the visual. But with Andre's project, I had opportunities to paint from other shows of Fernand No. So I was invited to his studio where he had the costumes of Tommy and Carmina Burana. So again, I didn't know quite what to expect with those costumes. I hadn't seen them before. So once we started to lay those out, I started to get more inspiration with the lighting and the visual effects of the costumes. It's hard to explain how it moves me. It's with Carmina Burana. First, I saw the costumes hanging on the rack, and the sun hit them, and straight away it looked spectacular with the lights. It wasn't successful for photography or for my paintings. I needed to control the light better, but I took lots of them hanging on the rack, and then we laid some out on the floor and incorporated some movements. And again with Tommy, the Acid Queen costumes had the most effect on me because of the textures. I love the textures there. I still hope to paint more, and some of the other costumes. It's still ongoing. And again, when I get home, I install the photos in Photoshop, and then I play more with the lighting, and then I get a secondary inspiration for what I want to paint. And I can adjust shadows a little and the movements, and things come to life more. And then I start to get more excited with what I can paint. It's really hard for me to put that into words. For some reasons, certain times I wish I was more poetic. A poet could explain it better, because I can't easily describe the connections between my visual arts and the choreography. Sometimes it can just happen, it evolves, and some of my paintings do look like they're a choreography in themselves, and people tell me this. It's there's an inspiration maybe that comes from inside that I can't really put into words. But I agree with other people's observations, not just Andre's, that some of my costumes do seem to be dancing, and it's not a deliberate intention, but it is a costume from a dance, a ballet.
So I think there's a subliminal effect inside of me that creates that as well. When I contacted Andre, he was already starting to plan the Fernando project. And he hadn't heard of me before, so he was excited about me asking about painting the costumes and said, let's get together and talk. So he was in Montreal, he'd invited me to his apartment, and we went there. We sat down and had a coffee and a chat, and he started to get me excited with his ideas of the celebrations of Fernando. It was the first I'd really got to learn about Fernando. So his ideas were quite exciting, and he was, to think I could be part of those celebrations, not just as an artist selling work in a gallery, it was quite exciting for me. I've never been a part of any cultural event like that before, so yeah, I wanted to be a part of the project. I discovered how difficult it was fusing the arts. It's always exciting to try bringing the arts together. Sculpture, painting, dance. It's an exciting project, and trying to merge the arts is very exciting. Being a painter, a visual artist, it's really hard to capture dance or incorporate it in my work. I'm painting costumes from dance and ballet, trying to capture movements, but it is exciting to think we're bringing at least three of the arts together, and you don't see that very often. Donc, M. No arrive à New York à un moment crucial de l'évolution de la danse, et particulièrement du ballet. Parce que Georges Balanchine va y arriver en 1934 et va lui-même être l'instigateur d'un courant qui va s'appeler le néoclassique, le ballet néoclassique. Il est vraiment la pierre de support de ce courant-là. Et M. No, alors si on passe à 1944 par rapport à 1934, il y a une dizaine d'années, déjà Balanchine est déjà implanté, et on va retrouver, alors probablement que ça va pouvoir donner la possibilité à M. No de développer certaines de ses qualités premières, comme les Béjart, parce que M. No, on va dire de Balanchine que c'est le Mozart du ballet. Pourquoi il dit ça? Parce que, évidemment, il est très créatif, il est très, comment dire, porté sur l'expérimentation, va revoir beaucoup de fondements de la danse, et c'est sûr que M. No étant là, il est aux premières loges, et il a aussi cette préoccupation, et on y reviendra, de la musique. Donc, Balanchine a cette préoccupation-là. Il élabore davantage une esthétique liée à l'abstraction. Donc, Balanchine a fait très, très peu de ballet narratif, très, très peu. Donc, il est sur une abstraction de la danse. Et comprenons que le ballet néoclassique, comme va l'élaborer les grands artistes de cette époque-là en danse, c'est simplement d'avoir le ballet comme base de danse, mais d'avoir toujours des mouvements qui déroutent le spectateur par rapport à ce qu'il voit. Donc, le vocabulaire du ballet est toujours là, toujours utilisé, avec ses aspects un peu plus formels, mais néanmoins, arrive toujours un mouvement qui déstabilise le regard par rapport au néoclassique. Donc, ça, c'est l'influence de Balanchine. La deuxième influence est Anthony Tudor, pour d'autres raisons. M. No va le connaître aussi aux États-Unis, parce qu'il est engagé à New York à cette époque-là pour travailler sur l'élaboration de certaines chorégraphies. Anthony Tudor vient de l'école anglaise. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, dans les années 40, c'est l'école anglaise qui est un peu le fer de lance du ballet, avec Ninette de Valois et consorts. Donc,
c'est une danse qui est déjà très bien organisée, très structurée sur le plan formel, mais Anthony Tudor va donner à M. No plus le côté expressif, la narration dans les ballets et l'expressivité théâtrale. Donc, à ce titre-là, Anthony Tudor est totalement à l'opposé, toujours avec le ballet, mais à l'opposé de Georges Balanchine, qui est aussi une influence. Et à cette époque-là aussi, et dans le portrait, David Lichtchin, qui, lui, vient de l'école russe, mais qui va s'associer à Massine et qui va avoir cette préoccupation d'aller vers des œuvres qui sont faciles d'accès, faciles au public, comme Massine va le faire avec les ballets de Cuivas, par exemple. Donc, on voit que M. No est vraiment aux confins de quelque chose de très riche, de très complexe, mais qui s'élabore sous ses yeux avec lui. Un dernier élément qui est très, très important, c'est la Deuxième Guerre mondiale. On voit que M. No arrive à la presque toute fin de la Deuxième Guerre mondiale et les Américains, donc, qui sont entrés en guerre en 1941, ont envoyé tous les hommes, tous les jeunes hommes valides, y compris les danseurs. Donc, les danseurs de cette époque-là, pensons par exemple à Ted Shawn, vont revenir et vont avoir envie d'élaborer une danse où on fait valoir les hommes. Parce qu'ils ont vécu la guerre, ils ont vécu les atrocités de la guerre, mais ils ont aussi envie de montrer une danse qui soit américaine, dans l'esprit américain, et cette danse virile-là est très, très importante. Pensons à Billy the Kid, qui, en fait, parle des cow-boys américains. Et pourtant, c'est une œuvre ballettique que l'on connaît et dans laquelle M. No va aussi danser. Donc, si on regarde les influences des grands maîtres de cette époque-là, et ça va nous permettre de, par la suite, élaborer sur ses propres perspectives à lui, on voit qu'il est aux confins de quelque chose d'exceptionnel pour cette époque-là. Sans le savoir, donc, il transige vers un nouveau monde de la danse. Il se retrouve au cœur de ça. Mon nom est Joanne Mignot. On m'appelle Mignot dans la région. Je suis une artiste en art visuel et puis en performance photographique. Dans l'exposition, j'ai créé un monde de danseurs sous la forme organique, avec de vieilles souches, des tissus, des jupes des danseuses, mais aussi un dorsard que j'ai reçu en cadeau, un petit peu amoché, je te dirais. Puis, comme c'était les tissus de François Barbeau, je me suis emballée, alors j'ai créé un monde en éprouvette, en reliquaire, puis j'ai aussi fait sous la forme d'une sculpture plutôt, plusieurs petites sculptures très organiques. Et puis, le fait de les suspendre entre ciel et terre, on les voit danser, on les voit s'exclamer, on les voit danser sous Carmina Burana, on les voit, elles sont spectaculaires. Elles sont blanches parce qu'on a besoin de voir aussi tous les tissus de François Barbeau. Puis, quelquefois, on voit les petites fleurs dans les éprouvettes, et ces petites fleurs-là, elles sont faites par les couturières. Quand je suis arrivée pour la première fois, quand j'ai défait le dorsard, quand j'ai vu comment ce que c'était fait, j'ai réalisé comment c'était tout fait à la main. Alors, chaque petite fleur est immortalisée dans son éprouvette et ça devient des reliquaires assez rares. C'est cette forme-là que j'ai voulu donner, quelque chose qui est accessible à tout le monde aussi parce qu'on en trouve partout, des petites branches, des petites souches, mais ceux-là, elles étaient spécifiquement pour ce grand ballet-là, pour cette exposition-là. Quand j'ai reçu les morceaux de tissu, je me suis dit, citron, c'est pas neuf, ça, là. C'était quand même usagé. Comme je suis une artiste en recyclard, art povera, limite, en même temps, comme j'aime construire et monter, faire surtout des assemblages, c'est ce que j'ai fait avec les morceaux de tissu.
Ça m'a pris au moins 4 mois avant de prendre un ciseau pour découper un morceau de tissu. C'était François Barbeau. C'est du François Barbeau. C'est comme si c'était un sacrilège pour moi de découper ça. Je te dis, là, je me suis installée, là, un atelier. J'avais déjà un grand atelier, mais je me suis installée un grand coin, puis j'ai commencé à installer les tissus, essayer, le porter, me faire des foulards avec, pour que je puisse sentir. Puis après ça, j'ai défait ce petit haut de jupe-là, puis je me suis mis à voir la dentelle crochetée à la main. C'était beau. Puis là, je me suis mis à défaire. Alors, je me suis ramassée avec du fil de toutes les couleurs. Et puis, j'ai fait des assemblages comme... C'est comme si ça ne me rentrait pas dans la tête de faire quelque chose avec François. Puis Fernando, je l'ai découvert parce qu'André m'en avait beaucoup, beaucoup parlé. Puis c'est un grand chorégraphe. Puis je passais à... J'ai revu et revu Carmina Burana et j'entendais Karl Orff, sa musique. Barbeau, Fernando, avec tout ça, c'était comme je me disais, hey, je suis assis là avec ça, puis je vais faire partie de ça. J'ai créé ce monde-là, finalement, au bout de 4-5 mois, puis là, c'est tout apparu. Puis là, j'ai laissé mes mains faire, parce que mes mains, elles savaient quoi faire. Puis je l'ai laissé aller, puis j'ai vu quelque chose. J'ai fait la chorégraphie, finalement. J'ai fait les danseurs au complet. Ils sont tous là, ils sont toutes là. Les hommes, les femmes, les danseurs, les danseuses. C'est devenu un grand ballet. C'est devenu Carmina Burana. Puis François Barbeau, pour moi, c'est l'homme de théâtre, mais c'est aussi l'homme qui était partout dans son temps, allé jusqu'il n'y a pas si longtemps. Puis moi, j'en fais partie maintenant. J'avais du Barbeau dans les mains, puis j'ai fait quelque chose je pense, de très organique, de très dynamique, mais aussi, je pense toujours aux legs que Fernando a fait ou ce que François Barbeau a donné aussi à ce monde de la scène. Puis, ça fait une super belle équipe. Puis maintenant, on prolonge ce leg-là, c'est ça qui est beau. Dans ces reliquaires-là, il y a une parcelle de vie très, très rare. Des fibres dessinées à la main par François Barbeau, des fleurs qui sont confectionnées par les meilleures couturières. J'ai ajouté avec ça des vraies perles, quelques petits zircons, des ficelles. J'ai badigeonné avec le petit bouchon un peu de cire pour immortaliser jusqu'à la fin des temps ce ballet dans une petite bouteille. Et vous avez Fernando, un peu de poudre de Karl Orff et François Barbeau. Ça devient un reliquaire très, très rare. Et aucun n'est pareil. Ce que André a fait, c'est plus grand que nature. Il y a une patience alentour de ça. Il y a une fidélité qui est très, très rare. Puis j'ai eu cette chance-là de participer à ça et de faire partie de la plus belle exposition qu'il va y avoir. Parce que regardez autour, ce qu'on a réalisé, ce qu'on a créé, c'est plus grand que nature. La première inspiration, je pense, qui est fondamentale, c'est la spiritualité. Il est un homme profondément croyant. Donc, ça, c'est un aspect de sa personnalité très important. Et en même temps, il a un regard assez joyeux par rapport à ça, parce qu'il va dire que jouer la messe, c'est faire du théâtre. Donc, il le met dans une perspective aussi artistique, ce qu'il va faire d'ailleurs dans ses créations.
et ça se manifeste beaucoup dans ses œuvres. Pensons à Cérémonie, par exemple, qui est une œuvre de 1972 où il y a un tableau extraordinaire où on reconnaît très bien la dernière scène de Jésus avec des danseurs. Et cette configuration-là, de cette œuvre-là, a servi à faire une photo qui est devenue une toile que l'on voit maintenant à la Place des Arts. Quand vous montez les escaliers de la Place des Arts du Théâtre Maisonneuve, c'est cette magnifique toile qui est là. Alors, si on s'approche, bien sûr, on peut voir que c'est M. No qui a fait le ballet Cérémonie. Et au centre, vous avez Vincent Warren, qui est donc le danseur principal, et ce sont tous des hommes magnifiques. Donc, M. No va aborder des thèmes religieux et va le faire à une époque où ça devient un enjeu politique et social. Parce que dans les années 70, il y a une désaffection de l'Église. On s'intéresse beaucoup moins au culte religieux. Et M. No va faire vraiment un coup de maître de créer Symphonie de psaumes en 1969, qui va être présentée à l'Oratoire Saint-Joseph durant la Semaine Sainte. Donc, cette œuvre-là, elle est magistrale au Québec parce que, autant on a pu voir au début qu'il y avait des tabous qui faisaient en sorte que le clergé tentait de diminuer l'impact de la danse dans la société, autant là, on va se servir de la danse de M. No pour être capable d'asseoir son pouvoir. Parce que pour qu'il puisse présenter l'œuvre à l'Oratoire Saint-Joseph, c'est Monseigneur Bouchézy qui a dit, ben oui, on a besoin de ça, allons-y, durant la Semaine Sainte. Alors, c'est quand même un coup de maître. Et c'est aussi très drôle parce que quand on lit les revues saintes, pour justifier qu'il y a de la danse à l'Oratoire Saint-Joseph, on va tenter de ramener tous les extraits de la Bible où on peut voir de la danse. Donc, on va rappeler le roi David qui danse autour du vaisseau d'or et autres références à cet aspect-là parce qu'on veut justifier. Mais cela étant dit, ça a été un immense succès. Et M. No, à cause de sa grande spiritualité, dans sa chorégraphie, sur le plan esthétique, a tous ces gestes d'élévation vers le ciel et aussi ces gestes de soumission, d'abnégation, d'imploration. Donc il met en scène dans ses œuvres des gestes qui, sur le plan esthétique, ramènent à l'essence de la spiritualité. Donc ça, c'est pour moi sa première inspiration. Sa deuxième inspiration, c'est la musique. Bien sûr, la musique est au cœur de l'activité créatrice de M. No, comme elle l'était pour Georges Balanchine. Et on peut penser qu'il y a une certaine influence, parce que Balanchine était reconnu pour être celui qui montrait la musique. Et ça apparaît beaucoup dans ses critiques. Donc, et c'est pour ça aussi probablement que M. No parlait du Mozart de la danse quand il invoquait Georges Balanchine. Et alors, M. No commence toujours par la musique. C'est sa première inspiration. Et il a besoin d'être inspiré par la musique pour décider de créer. D'ailleurs, c'est une chose aussi qui est reconnue dans sa création, comment, tel que Balanchine le faisait, on a cette impression de voir la musique quand il chorégraphie. Et c'est particulièrement vrai pour Carmina Burana, qui a été un ballet très imposant, avec des chœurs, avec des chanteurs. Donc, il était capable de mettre en scène et de créer une œuvre autour de quand même quelque chose qui était monumental. Et il faut savoir qu'en danse, s'attaquer à des grandes œuvres musicales, ça peut être très difficile parce qu'on va avoir toujours tendance à trouver que la musique écrase la danse. Donc, le pari que M. No a réussi à relever, c'est de faire valoir la danse et la musique
sur un pied d'égalité, même s'il y a des chœurs sur scène, même s'il y a des chanteurs qui sont là et qui donnent une certaine vibration au spectacle. Donc, la danse, elle est quand même très importante. Le troisième aspect de la création de M. No, c'est l'aspect formel. Entendons-nous. Le mouvement formel veut dire le mouvement de la forme, où on reconnaît bien la forme. Et à ce titre-là, M. No est tout à fait conforme à ses maîtres, tels que l'étaient encore une fois Balanchine, Tudor et compagnie, parce qu'il s'inscrit dans cette visée d'utiliser le ballet pour donner la forme de la chorégraphie et de miser sur certains dispositifs pour aller chercher l'expressivité aussi, d'une autre façon. Parce que M. No a créé des œuvres aussi où est-ce que ça demandait beaucoup d'expressivité. On pourrait dire qu'il a eu une grande polyvalence par rapport à ça, parce que c'était quand même pas évident de voir qu'il gardait cette idée du mouvement formel quand aux États-Unis, par exemple, dans les fin des années 50, années 60, on voit apparaître le post-modernisme, où là, on déconstruit tout ça. Et là, tout à coup, ce n'est plus tellement intéressant d'être dans cette idée de la forme. On est plus dans la conceptualisation de la danse et on déconstruit l'espace énormément avec tout ce courant-là. Et lui reste associé à cette façon-là de créer où le vocabulaire du ballet demeure toujours l'ancrage premier. Ce qui n'empêche pas sa grande polyvalence. Il va autant travailler sur des ballets abstraits, comme Divertissement Glazunov, par exemple, où est-ce que c'est un exercice de style, comme le fait Fokine avec les sylphides. C'est un peu le même principe. Mais en même temps, il va travailler sur des œuvres comme La fille mal gardée, où est-ce que là, on est sur un ballet narratif, et ou bien le Casse-Noisette aussi. Donc, dans tous les cas, il joue sur plusieurs registres, ce qui fait aussi une de ses grandes qualités. Donc, les inspirations de M. No, on peut le voir, sont liées à une certaine forme de tradition, mais il va aussi beaucoup s'ancrer dans la modernité. Pensons au fait, par exemple, d'utiliser une musique qui vient du Moyen Âge, comme Carmina Burana, et la transposer dans une autre époque, qui est la Renaissance. Donc, c'est déjà un pari qui peut ne pas être très évident. On a parlé tout à l'heure de sa vision décomplexée de la religion. Il fallait aussi quand même avoir l'envergure de dire « je fais des œuvres qui ont une inspiration religieuse, mais sans que ce soit misérabilisme, par exemple. » Et le troisième élément qui est très important, parce que sur le plan sociétal, c'est fondamental, c'est d'aller avec Tommy de Who, à une époque de la période hippie. Il ne faut pas penser que la période hippie a été une adhésion sans conteste dans la génération des années 69-70. C'est pas vrai. Tout le monde regardait les hippies un peu avec une certaine résistance. C'était pas un courant si populaire que ça au départ. Oui, bien sûr, aux États-Unis, on allait beaucoup dans cette foulée-là, beaucoup aussi pour contester la guerre du Vietnam qui entrait de plein front dans la société américaine. Mais au Québec, les hippies, c'était pas particulièrement bien vu. Et lui, il va créer un opéra rock sur scène avec Tommy qui va avoir un succès phénoménal et qui va permettre à la compagnie de vivre longtemps sur les bienfaits de Tommy, mais c'est aussi lié à cette capacité de M. No à être très avant-gardiste et de voir ce qui, dans l'esprit du temps, peut permettre donc à une société d'avancer. C'était quand même quelque chose qui était considéré un petit peu comme subversif à l'époque. Donc, le côté sulfureux était peut-être pas sans l'intéresser non plus, mais il faut toujours se rappeler que le premier point pour M. No, c'est la musique.
Donc, il était allé acheter le disque et il l'avait écouté et ça l'avait intéressé. Donc, il fallait quand même qu'il y ait, au départ, une motivation qui était artistique. Mon nom, c'est Jeanne Mété. Je viens de Québec, j'habite Québec. J'ai rencontré André Laprise dans le cadre de l'exposition qu'il voulait créer puis qui était encore à l'état de devenir, si on veut. Donc, lui-même avait l'idée d'emprunter des costumes de M. Barbeau qui avait servi pour les 2 grands opéras ou ballets, Carmina Burana et Tommy. J'avais fait des miniatures, autrement dit des maquettes pour lui présenter une façon peut-être possible de présenter les choses. Puis j'avais entendu dire que non seulement il voulait créer l'exposition, mais il voulait aussi la faire voyager. Donc, je savais que ça prenait quelque chose de léger, de facile, tout en respectant les normes muséales qui sont assez importantes. Donc, je l'ai rencontré, je lui ai présenté mes petites miniatures qui étaient faites avec du carton puis du tissu. Puis, ça a été notre première rencontre, puis on s'est laissé après en se disant que, bon, on se reverrait. Puis quand on s'est revus, ben là, lui a dit, il s'est rendu compte, il a aimé les maquettes, puis il s'est interrogé à savoir s'il n'y avait pas moyen de créer des maquettes ou créer des miniatures en pensant que les visiteurs pourraient s'imprégner du mouvement ou s'imprégner des personnages pour avoir le goût de vivre l'expérience de la danse. Ben, le projet a évolué beaucoup, puis les choses ont changé. Puis à mesure que j'essayais de proposer des petits personnages, ben là, le matériau a changé. Puis là, je me suis mis à dire que si on faisait des personnages dans un contexte où, comme on disait, voyager, que les personnages devaient être solides. Donc, j'ai trafiqué mon matériau qui était le carton, mais là, c'est devenu je me suis mis à travailler, on va dire, pour faire bien, la feuille de métal, qui en fait, on pourrait dire que c'est de la tôle. Et puis, recherche de matériaux, recherche des différentes qualités de ce matériau-là, qui est quand même assez extraordinaire, mais je suis tombée presque par hasard, en faisant de la rénovation, sur une feuille de métal dans un plancher. Puis c'est là que j'ai trouvé exactement le bon matériau, puis que j'ai jamais retrouvé par la suite exactement comme ça. Donc lui, il y avait, tout en étant ce qu'on connaît du matériau, ben dans lui, il y a une souplesse et c'est comme si le matériau, il participe avec le technicien à rendre ce qu'il possède, si on veut. Donc, c'est fou à dire, mais il y a beaucoup de souplesse dans la tôle. Évidemment, avec la recherche, puis le travail des outils, ça finit par être l'idéal pour rendre ce que j'avais envie de rendre, en fin de compte. Le mouvement, on pourrait dire la grâce presque, ou enfin, la légèreté de ce qu'inspirent les ballets. Je sais pas, il y en a peut-être ici, une douzaine de petits personnages, mais en fait, pour bien dire, j'ai dû en faire une 50aine avec différentes sortes de tôles. À force d'en faire, il y a comme une technique qui se développe, il y a les outils participent, puis il y a comme
c'est comme si ça se peaufinait, mais à force d'en faire. Les matériaux, c'est une feuille carrée, après des ciseaux, des pinces pour tourner, mais c'est comme si on cherche la sensibilité des matériaux avec la sensibilité de la gestuelle des mains, puis la force, puis on finit par modeler quelque chose en 2 dimensions ou qui peut nous apparaître rigide, en quelque chose qui est léger, puis qui semble vouloir participer pour créer le mouvement et la grâce. On l'espère. Alors, le choix dans l'exposition, ça a été de présenter le vêtement pur. Pour la légèreté, bien, c'est sûr que moi, j'ai travaillé le carton. Fait que le carton, il n'y a pas de poids. Donc, je sais pas, les objets ont l'air de flotter parce qu'ils sont suspendus avec des fils à pêche. Donc, il y a pas de poids, il y a pas de pied, les vêtements flottent. Fait que ça peut rendre la légèreté. Je regarde les vêtements, ils sont là, puis ils semblent rendre un peu la grâce de quelqu'un qui le porterait. J'ai l'impression d'avoir rendu dans quelques-uns de mes tableaux l'essence de la danse. Je pourrais dire la légèreté ou le mouvement. Ou j'ai travaillé à partir de quelques documents d'archives, mais j'en avais pas beaucoup. Puis quand je regarde le tableau, puis que je compare le tableau avec les archives que j'ai, je me dis, ouais, il me semble que j'y suis arrivée. Fait que pour ça, je peux être fière un peu de ça. Quels sont les impacts sociétaux que l'on pourrait rattacher à M. No d'une façon plus spécifique? Premièrement, la mise en valeur des danseurs, qui est pour moi un aspect fondamental. Et cet aspect-là, on ne le retrouve plus aujourd'hui. Pour quelques vedettes, mais à cette époque-là, M. No avait cette capacité de mettre en valeur les danseurs sur scène, d'utiliser leurs forces et camoufler un peu leurs faiblesses, jouer avec leurs qualités. Donc, on connaissait et reconnaissait les danseurs parce que M. No avait cette qualité de les mettre en valeur sur scène et de leur donner toute une place au-delà du chorégraphe. Aujourd'hui, on est beaucoup plus orienté sur la valorisation du chorégraphe que les danseurs. Mais M. No, ce n'est pas ce qu'il faisait. Oui, c'était c'était un ballet de M. No, mais au départ, c'était d'abord pour montrer les qualités des danseurs, montrer la qualité artistique des danseurs. Ça, c'est la première des choses. Donc, le deuxième élément, c'est qu'il montre des spectacles à grand déploiement. Ça aussi, c'est nouveau au Québec. Et on n'a jamais vu d'autres œuvres de cette nature-là ici. Donc, de monter, premièrement, Carmina Burana à la Place des Arts avec chœur et orchestre et chanteur, c'est un gros pari quand même. Et il va aussi participer à la transposition de Casse-Noisette à l'Aréna Maurice Richard, ce qui n'est pas un succès, mais quand même, il fallait le faire. De prendre tout un groupe aussi important que les Grands Ballets et d'aller faire Casse-Noisette dans l'est de la ville pour permettre aux gens d'être sensibilisés à la danse, exactement comme fait Kent Nagano avec ses spectacles maintenant qu'il a fait durant l'été dans les grands parcs de Montréal. Donc lui, il a à cœur cet aspect-là, de populariser la danse et de la faire vivre. Il veut aussi développer une couleur canadienne et québécoise. Et évidemment, il y a un événement majeur par rapport à ça, c'est le succès que va avoir à l'Expo 67 son Carmina Burana, qui a été créé une année auparavant. Donc, il faut penser que le Ballet national présente
que le Royal Winnipeg présente, que les grands ballets présentent et que Maurice Béjart présente, son fameux ballet Messe pour un temps présent, à ce moment-là, qui cartonnait partout dans le monde occidental et où est-ce qu'on criait au génie parce qu'il utilisait une musique électroacoustique, bien, le grand succès de l'Expo 67, ça va être Carmina Burana. Alors, imaginez, quand on va battre Béjart, c'est quand même pas rien. Alors, il va donner une fierté aux Québécois qui vont montrer leur savoir-faire et c'est ce qui va permettre au Grand Ballet de pouvoir représenter le Canada en Europe. On va leur donner une subvention, finalement, suite à la popularité de l'Expo 67, pour aller danser en Europe et montrer le savoir-faire canadien. Donc, il a largement contribué à ça, M. Huneau, pour permettre de faire rayonner la danse québécoise à l'étranger à cette époque-là. Donc, aussi, il va vraiment permettre d'ériger un patrimoine. Qu'est-ce qu'on entend par un patrimoine de danse? Il faut que les œuvres soient créées, oui, mais qu'elles survivent dans le temps. Donc, les 130 œuvres de M. Huneau n'ont pas toutes traversé le temps, mais plusieurs ont été faites, remontées, reconstruites, revisitées pendant une bonne partie de sa vie et même après. Donc, c'est ça un patrimoine. C'est que les chorégraphies traversent le temps et on y trouve toujours une pertinence sur le plan artistique, mais sur le plan sociétal aussi. Ça nous rappelle nos racines, ça nous rappelle d'où l'on vient, ça nous rappelle ce qu'on est capable de faire. Donc, la fierté québécoise, canadienne, est importante. Peut-être moins important pour lui du côté québécois, si on veut, parce que ce n'était pas un nationaliste convaincu. Il va quand même faire une œuvre qui s'appelle La Squin, à partir d'un roman de 1918 d'Albert Laberge, qui va être peut-être une des rares incursions très spécifiques à la culture québécoise, et ça va lui permettre de montrer son talent en lien avec une certaine dramaturgie, parce que c'est une œuvre qui est très lourde de sens, et là, il va faire travailler toutes ses capacités à être dans l'expressivité du corps. Et c'est ça qui est formidable quand on voit les photos où on le voit travailler avec les danseuses, comment il est capable de manifester la force de la danse à travers le corps. Il faut bien aussi savoir qu'est-ce qui devient un patrimoine, c'est d'avoir pu propager l'œuvre de Tommy en Amérique du Nord sans arrêt pendant 4 ans. Ça a été une explosion extraordinaire pour les grands ballets canadiens, cet aspect-là. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, ça va avoir aussi un autre impact très, très important. C'est la seule période des grands ballets canadiens où les danseurs vont être payés 52 semaines par année, ce qui n'est pas rien. Et c'est ce qui va permettre à Mme Cheriaeff d'avoir une série à la Place des Arts. Donc, c'est là où on va commencer à avoir une série annuelle à la Place des Arts, parce que ça n'existait pas auparavant. Et troisième élément, elle va ouvrir une petite compagnie qui va s'appeler les Compagnons de la danse, dont M. Huneau ne s'occupera pas, mais où il va amener certains de ses amis de New York, comme Lawrence Gradus, qui voulait faire de la chorégraphie, pour commencer à travailler sur un répertoire. Et c'est grâce au succès de Tommy que Mme Cheriaeff va pouvoir élaborer cette petite compagnie de poche-là. Malheureusement, ça ne va pas durer dans le temps parce que le gouvernement va refuser de subventionner après cette époque-là, parce que les régions vont dire « on ne veut pas un succès d'année de la compagnie, on veut la vraie compagnie ». Donc, ça ne va pas malheureusement survivre, mais n'empêche que c'est le succès de Tommy, c'est grâce à ça que, et ça on le doit à M. Huneau, que la compagnie va avoir quand même un essor très important. Dernier élément qu'il faut mentionner sur l'impact sociétal, c'est la motivation
des garçons à faire de la danse, à laquelle M. No va largement contribuer. Parce que lui-même, hein, on voit que tout au long de sa vie, il y a des hommes qui ont été très, très importants pour l'aider à faire sa vie en danse. Et lui, il va faire la même chose. Il va créer des œuvres où on met en valeur les hommes. Regardons dans Carmina Burana, par exemple, à la taverne, comment les hommes montrent une certaine puissance. On montre la virilité masculine. Tommy, regardons Tommy, qui est aussi une œuvre où est-ce qu'on met en scène un homme. Donc, c'est un homme de la même façon qu'elle avait fait les ballets russes avec Nijinsky et où on va voir un engouement pour la danse masculine au début du 20e siècle. Monsieur No au Québec va créer cet engouement-là grâce à son Tommy. Et si on regarde les photos aujourd'hui, les résumés qu'on en a, on voit que le travail de la danse masculine était vraiment mis de l'avant. Alors, c'est pas rien que d'amener des jeunes hommes au Québec qui n'ont pas de culture particulière en danse, parce que dans les années 70, on va être sur les débuts du ballet jazz. Donc ça, c'est quand même un essor qui arrive. Mais combien de jeunes hommes vont commencer avec, oui, le ballet jazz, et après ça, vont bifurquer vers le ballet, parce qu'ils auront vu les œuvres de M. No avec Tommy, avec Carmina, et qui vont avoir envie de le faire. Et moi, j'ai entendu plusieurs témoignages de jeunes hommes qui le disent de façon très manifeste. C'est après avoir vu Tommy qu'ils ont décidé de devenir danseurs de ballet. Alors, c'est pas rien quand même. Une facette très intéressante de M. No qu'on peut mettre de l'avant est celle de ses qualités de pédagogue qu'il va utiliser tout au long de sa carrière, ne serait-ce que d'abord, premièrement, pour transmettre une passion. Et ça, c'est manifeste. Dans toutes les photos où on voit M. No bouger, montrer un mouvement, on le voit investi dans le mouvement d'une façon entière, pleine et entière, et il ne fait rien à moitié. Donc, déjà, on voit que c'est un homme passionné. C'est vrai que la danse a été toute sa vie et il l'a clamé haut et fort. Donc, on reconnaît tout à fait cette passion-là. C'est aussi quelqu'un qui est proche des enfants. Il aime les enfants et il va avoir envie de leur faire connaître l'univers de la danse. Donc, on sait qu'il a été jusqu'à la fin de sa vie, tant qu'il a pu, aux répétitions de Casse-Noisette, son fameux ballet emblématique. Il parlait aux enfants, il les mettait en scène, il leur donnait l'idée du personnage. Donc, il était totalement investi dans cette mission-là de transmettre aux jeunes, aux petits et aux moins jeunes aussi, la passion de la danse. Il faut dire aussi que quand il a quitté les grands ballets comme assistant à la direction artistique, il est resté à l'école. Il a été répétiteur, il était enseignant et il a créé des œuvres aussi pour les jeunes finissants, adaptées à leurs capacités, pour encore une fois les mettre en valeur, comme il le fait, et leur donner aussi des défis sur le plan artistique, bien sûr, qui leur permettaient de devenir progressivement des jeunes artistes accomplis. Donc, dans la deuxième partie de sa vie, après qu'il ne soit plus assistant à la direction artistique, il a continué cette transmission-là à l'école supérieure, pour donner toute cette connaissance qu'il avait de la danse et de cette passion-là. Aussi, un autre aspect qu'il ne faut jamais négliger, on a parlé du mouvement formel de M. No, on a parlé de sa profonde connaissance aussi du ballet, du support qui était le vocabulaire du ballet, et lui, pour lui, l'important est de transmettre et d'avoir une bonne technique. Pour lui, un danseur était d'abord quelqu'un qui avait une bonne technique et qui, après ça, travaillait son expressivité. Donc, c'était un facteur qui était fondamental. Et c'est en partie ce qui a justifié son départ des grands ballets canadiens, parce qu'après 4 années de Tommy, où est-ce que les danseurs avaient fait beaucoup de tournées, qu'ils avaient été sur les grandes scènes,
où techniquement le ballet était moins exigeant, M. No avait perdu un peu l'intérêt de travailler avec des danseurs qu'il considérait qui étaient rendus un petit peu plus paresseux, si on veut, entre guillemets. Parce qu'un danseur n'est jamais paresseux, entendons-nous. C'est pas un défaut des danseurs. Peu importe, toute génération confondue, on sait que ce n'est absolument pas un problème. Mais il avait ce désir-là d'être près de la technique et d'utiliser la technique à bon escient pour transmettre son désir et sa qualité artistique dans les ballets. Donc, il a voulu aussi faire connaître un univers, faire connaître la danse au plus grand monde possible. C'est pour ça qu'on a constaté, au fil de cette entrevue aujourd'hui, qu'il a une très grande polyvalence. Il fait des œuvres de toutes sortes. Il aime toucher à différents styles. Donc, autant des ballets abstraits, autant des ballets narratifs, autant nous sommes dans la tradition, autant nous allons sur la modernité. Donc, c'est un homme qui, tout au long de sa vie, a tenté de développer une danse accessible, une danse de qualité et de faire en sorte qu'un peuple puisse mieux danser. André Laprise, j'agis aujourd'hui à titre de commissaire. Toute cette aventure-là a été initiée dans le cadre des festivités pour marquer le 100e anniversaire de Fernand No. Alors, l'aventure de cette exposition est pour faire parler de la danse autrement et du patrimoine. Aujourd'hui, l'exposition met en lumière une collection d'artistes, de pensées, d'artefacts, de personnes qui ont cru à un projet qui semblait être tellement farfelu parce que l'origine de ça était comment est-ce que je peux faire parler des ballets de Fernand No et de Fernand No d'une façon actuelle, avec des œuvres actuelles et non des documents d'archives. Les artistes qui ont été récoltés au hasard des contacts, le premier artiste, c'est Chris Lyne, origine britannique. C'est un peintre de métier, mais qui a pendant nombre d'années travaillé comme artiste de tout ce qui touche la scène, la scénographie, les artefacts, les accessoires sur scène. Alors c'est quelqu'un qui peignait des toiles et tout ce qui était au théâtre. Et quand il s'est retiré de ce métier-là, il est retourné à la peinture et son dada, son thème, c'est les costumes de scène. Alors, par personne interposée, il m'a été présenté et des costumes de Casse-Noisette sur lesquels il était intéressé, je l'ai entraîné dans mon aventure du 100e avec les costumes de Carmina Burana et de Tommy, lesquels sont maintenant déposés à la collection du Musée de la Civilisation. Par la suite, dans les costumes qui m'ont été remis, j'avais des restants de costumes qui n'avaient jamais été finis et des costumes qui étaient vraiment trop vieux pour usage. Et il y a une artiste ici dans la région, Joanne Mignot, avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités, que j'adore son travail. Et j'ai quelques œuvres de son cru. Et je l'ai approché, je dis, est-ce que tu serais intéressé? Est-ce que ça t'inspire? Et tu sais, les costumes de François Barbeau, Fernand No, Carmina Burana. Elle a plongé dans l'aventure et elle a fait des sculptures avec son médium. Elle travaille beaucoup avec des matériaux récupérés, elle fait des rajouts et elle s'est laissée pas juste inspirer, emporter pour créer à sa façon un ballet que je trouve absolument très magique et inspirant. Et la dernière personne qui m'a été encore présentée par personne interposée, c'est Jeanne Mété, qui est à l'origine technicienne de musée. Elle m'a été présentée par Valérie Laforge, qui est la directrice de collection avec laquelle je faisais affaire pour déposer les costumes des ballets de Fernand No. Et en parlant de mise en valeur de costumes, bien, j'ai découvert le travail de Jeanne et l'importance pour moi ou la participation
initiale de Jeanne, qui devait être de mettre en valeur les costumes, est devenue d'interpréter les ballets de Fernando, mais par des personnages, des miniatures, qu'on appelle maquettes là, dans notre langage, et parce que je ne voulais pas avoir de vidéos d'archives, parce que c'est des vieux vidéos, ce n'est pas de qualité actuelle, et je ne voulais pas de documents d'archives non plus, de photos, parce que je me disais, ce sont des choses qui appartiennent au passé, et le patrimoine est quelque chose qui, pour moi, est vivant et d'actualité. La danse est un art vivant, alors si on veut célébrer le patrimoine en danse, à mon avis, il faut que ce soit actuel. Alors, comme les ballets se font et se refont, on les réinterprète à chaque année. C'est le même ballet, mais ce ne sont pas les mêmes individus. Alors, l'exposition est pour parler du patrimoine de la danse et de Fernando et de François Barbeau autrement. Quand je suis rentré ce matin pour voir l'exposition que Dominique a installée, parce qu'on a travaillé très fort sur papier, et je me remercie, je me félicite de lui avoir fait confiance et d'avoir fait confiance aux artistes, parce que vraiment la commande était de parler de danse autrement. Je suis pas neutre parce que je suis un danseur puis je connais les gens, mais pour moi, il y a la galerie, le lieu danse, les œuvres dansent, les œuvres se parlent. Ces 3 ballets importants de la carrière, ce sont les 3 ballets majeurs de la carrière de Fernando. 2 de ces ballets-là sont très actifs encore de nos jours. Et j'espère que les gens vont vouloir s'approprier ou vont sentir qu'ils peuvent s'approprier le patrimoine en danse et le patrimoine de Fernando. Ces œuvres-là sont maintenant pour eux, sont à eux. J'espère qu'ils vont en profiter et les partager.